Les températures grimpent sur Terre et sous l'eau, c'est notre grand angle. Des records de température battus en Méditerranée, en mer Méditerranée, mais aussi dans l'Atlantique Nord cet été. Les océans font face à des canicules marines. On parle d'incendies invisibles et même de bombes à retardement, avec des conséquences sur les écosystèmes marins, mais pas seulement. Avec nous pour décrypter ce phénomène, trois invités en direct. Jean-Pierre Gattuso, bonsoir. Vous êtes océanographe, directeur de recherche au laboratoire d'océanographie de Villefranche. Vous êtes aussi chercheur au CNRS, Sorbonne Université. Vos recherches portent sur les effets de l'acidification et du réchauffement des océans sur les écosystèmes marins. Nous sommes aussi en direct avec Marie Drévillon. Vous êtes océanographe au sein de Mercator Ocean International. En fait, vous surveillez l'océan global, vous cartographiez les températures, les courants marins, la salinité. C'est très précis. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que vous faites exactement. Et enfin, Thierry Pérez, bienvenue. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Alors on va commencer avec ce record battu en mer Méditerranée, 28,71 degrés. Donc voilà, ça a été relevé donc en juillet. En juillet, on va voir donc ce record en Méditerranée. Et pourtant, c'était le 24 juillet, voilà la date. Et pourtant, cette semaine, les températures sont bien en dessous des 20 degrés. Est-ce que vous nous le confirmez, Marie Drévillon? Oui, tout à fait. Les températures sont bien redescendues depuis le mois de juillet en raison des conditions météorologiques qui ont changé. Donc, le vent souffle, les upwellings apparaissent et l'eau refroidit très vite, peut refroidir très vite dans la zone. Cependant, en mois de juillet, on a vraiment vu une canicule marine exceptionnelle avec des températures, donc comme vous l'avez dit, localement, elles ont pu atteindre plus de 30 degrés. Donc, c'est ce 28,75, je crois, dont vous avez parlé, c'est 71, pardon, c'est en moyenne sur la Méditerranée. Donc, c'est vraiment très élevé. Et vous suivez ça depuis des années maintenant. C'est une tendance qui se confirme année après année. C'est de plus en plus chaud et de plus en plus tôt. Exactement. Donc, ce sont des tendances qui sont présentes depuis des années et depuis qu'on est capable de mesurer avec précision la température de surface des océans, en particulier grâce aux satellites. Et donc, à Mercator Océan, nous, on travaille sur la réalisation d'analyses de l'océan et aussi de prévisions. Pour ces analyses, on a besoin d'observations, on a besoin de modèles. Donc, les observations satellites, c'est depuis les années 80, et sinon, on a des observations de l'océan depuis plus longtemps. C'est très précis. Et depuis toujours, on est capable d'avoir une tendance de réchauffement depuis le début des observations. Jean-Pierre Gattuso, est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir de quand on parle de canicule marine? Alors, il faut qu'on arrive à des températures qui dépassent les moyennes saisonnières habituelles. Et donc, ça s'est produit plusieurs fois, ça se produit de plus en plus souvent. Dans un rapport du GIEC, nous avons montré qu'en fait, ces vagues de chaleur marine, globalement, sur tout l'océan mondial, ont doublé en fréquence depuis 1986, et on prévoit qu'elles pourront avoir une fréquence multipliée par 20 ou 50 selon les futures émissions de gaz à effet de serre. Et c'est encore plus grave en mer Méditerranée parce que c'est lié à la configuration de cette mer? Oui, puis en fait, on a ici en Méditerranée un phénomène qui fait qu'on n'a pas beaucoup de vent normalement, et donc c'est favorable aux canicules marines, mais comme vous l'a expliqué ma collègue, ce qui s'est passé en fin juillet et également début août, c'est un très très fort coup de vent à 2 reprises. Et il faut savoir qu'en fait, les températures que l'on mentionne là, c'est que la température de surface. Mais au-dessous d'une profondeur de 30 à 50 mètres, la température est de 13 degrés. Donc il suffit qu'on mélange la colonne d'eau pour que très très rapidement la température diminue. Elle a beaucoup diminué, elle a même atteint 18 degrés pendant quelques heures à Villefranche-sur-Mer. Et je crois 13 degrés à Marseille. Donc c'est parce qu'il y a des remontées d'eau profonde et ce mélange avec de l'eau froide qui est en subsurface. Marie Drévillon, justement, là aussi la température elle baisse vraiment dans les profondeurs. Là aussi vous le constatez? Alors en fait, la température baisse si vous venez de la surface au fond. Mais si vous regardez la température en profondeur depuis les années 80 ou même avant, en fait, elle augmente également, comme à la surface. On constate un réchauffement sur toute la profondeur de l'océan en moyenne.
Donc, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, ça ne sera pas toujours exactement la même tendance, mais en moyenne sur l'océan, de la surface au fond, ça se réchauffe toujours. En revanche, c'est vrai que quand on va de la surface vers le fond, en plongeant, ça se refroidit, et donc quand ça se mélange, quand il y a un coup de vent et que ça se mélange, eh ben ça refroidit la température qui est à la surface. Et où est-ce que c'est le plus inquiétant? Parce que vous observez tous les océans, on a parlé de la Méditerranée, mais dans l'Atlantique Nord aussi, il y a eu effectivement là aussi un record battu. Là aussi, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est El Niño? Est-ce que ce sont exactement les mêmes causes, les mêmes effets? Donc aujourd'hui, il y a effectivement une anomalie de température préoccupante dans l'Atlantique Nord. On n'avait jamais vu ça avant. On a des températures, on a une anomalie de 1 degré qui persiste depuis plus d'un mois dans l'Atlantique tropical Nord. Donc ça va être la zone au large de la Floride, au large du Brésil. Donc ce qu'on pense, on pense qu'il peut y avoir une influence d'El Niño sur cela, mais il faudra un peu de temps pour le confirmer. Et ce serait des influences conjointes de ce phénomène El Niño qui se renforce aujourd'hui sur le Pacifique, à travers donc une influence à travers l'atmosphère jusqu'à l'Atlantique. Et ça sera combiné avec l'influence locale des phénomènes océanographiques dans l'Atlantique. Alors Thierry Perez, je ne vous ai pas oublié, on va regarder ces images, elles sont assez impressionnantes. C'était le 9 juin dernier, des dizaines de milliers de poissons qui ont échoué sur une plage au Texas. Alors là, bon, évidemment, on n'est pas exactement dans la même configuration, mais en Méditerranée, là aussi, des espèces sont menacées. Lesquelles? Et est-ce que vous le voyez? Comment vous le voyez? En fait, on voit ça depuis assez longtemps. Ça fait à peu près 25-30 ans qu'on mesure de manière très très concrète les effets de ces vagues de chaleur sur les écosystèmes de Méditerranéens. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ces vagues de chaleur, en fait, elles ne se contentent pas en surface. C'est bien quand elles plongent en profondeur que se manifestent les conséquences écologiques les plus catastrophiques et conduisant à ce type de mortalité, alors qu'il concerne en Méditerranée beaucoup plus d'espèces fixées, des animaux qui vivent fixés sur le fond marin et qui constituent l'équivalent de forêts sous-marines mais animales, donc l'équivalent des coraux sous les récifs, dans les récifs coralliens, de nombreuses éponges également, beaucoup d'autres animaux fixés qui sont très très sensibles au réchauffement et qui meurent en masse, qui montrent d'abord des signes de faiblesse quand il commence à faire vraiment très très chaud et qui subitement se mettent à mourir en masse après quelques jours, quelques semaines d'anomalies thermiques prolongées en profondeur. Et on voit arriver aussi d'autres espèces, beaucoup plus de barracudas, des poissons-lions. Ça va changer de fait les écosystèmes? Alors ça, c'est effectivement, ce sont les aspects positif, si on se place vraiment en humain du réchauffement climatique, c'est l'arrivée effectivement avec les changements de régime thermique de nombreuses espèces en Méditerranée, que l'on dit méridionale, parfois même tropicale, qui rentrent par le canal de Suez par exemple, de mer Rouge ou par le détroit de Gibraltar d'Atlantique, et qui progressent tout doucement vers les parties les plus septentrionales, au nord et à l'ouest de la Méditerranée, et qui effectivement font la joie des pêcheurs notamment, qui voient de nouvelles espèces arriver dans leur prise. Par contre, tout ça contribue à des bouleversements énormes dans le fonctionnement des écosystèmes. Quand vous avez des barracudas, comme vous venez de dire, qui arrivent dans un écosystème, vous avez un nouveau top prédateur qui arrive dans le système et qui va venir entrer en compétition avec ceux qui étaient là avant lui et donc pour les mêmes ressources biologiques et ainsi bouleverser complètement le fonctionnement. Jean-Pierre Gattuso, vous avez participé à un des rapports, premier rapport je crois du GIEC. Jusqu'à présent, l'océan a absorbé environ 90% de la chaleur générée par la hausse des émissions des gaz à effet de serre. Ces canicules marines vont-elles changer la donne? Est-ce que les océans ne vont plus pouvoir assurer leur rôle? Non, les océans vont continuer à absorber beaucoup de chaleur. Ce qui a des conséquences dramatiques, comme vient de le dire Thierry Perez. La conséquence positive, c'est que si cet excès de chaleur qui est actuellement dans l'océan, il était dans l'atmosphère, on vivrait une vie absolument insupportable. Donc c'est une bénédiction pour les sociétés humaines que les océans absorbent cet excès de chaleur, mais avec des conséquences absolument dramatiques sur les écosystèmes, sur la pêche, même s'il peut y avoir quelques petits aspects négatifs, positifs.
globalement, c'est une catastrophe, notamment pour les pays de la zone tropicale, parce que les poissons quittent ces zones-là qui sont trop chaudes et se déplacent vers les pôles en fait. Il y a beaucoup de poissons qui arrivent maintenant dans l'Arctique, dans la Norvège, l'Islande. Est-ce que ça peut entraîner plus de cyclones, plus de catastrophes naturelles là aussi? Alors, évidemment, le moteur des tempêtes tropicales, des cyclones et aussi des tempêtes tempérées, le moteur, c'est l'eau chaude, parce que cette eau chaude s'évapore, crée beaucoup d'humidité, beaucoup de nuages, et lorsque les conditions météo dans la haute atmosphère sont froides, eh bien, ces nuages déversent toute l'humidité qu'ils ont accumulée, et on a des tempêtes absolument incroyables, comme la tempête Alex dans le département des Alpes-Maritimes il y a 3 ans, je crois. C'est le moteur des cyclones également, et donc ça provoque des bouleversements de la météo. Et la question on se demande effectivement si on va pouvoir revenir en arrière, peut-être pas, certainement pas, mais en voyant par exemple cet accord mondial trouvé en 2022 avec l'objectif 30-30, c'est-à-dire protéger 30% de la planète d'ici 2030, est-ce que les océans sont suffisamment pris en compte? Est-ce qu'on va trouver des solutions, Thierry Pérez? Les solutions, elles sont compliquées à trouver tant qu'on ne ralentira pas la dynamique de réchauffement. Comme vient de dire Jean-Pierre, effectivement, l'océan absorbe beaucoup de choses et ce n'est pas sans conséquence. Et là, on est face à une machine qui est emballée avec des changements que la Méditerranée, que l'océan a déjà connus au cours des millénaires passés, mais qui sont à une vitesse beaucoup plus élevée. Et donc la très grande problématique, c'est quelles vont être les capacités de l'homme à s'adapter à ces réchauffements. Et donc en fait, les vrais enjeux, les décisions qui sont à prendre aujourd'hui sont vraiment se donner du temps pour pouvoir s'adapter à un changement qui est en route et qu'on va avoir du mal à ralentir dans les années à venir. Je vais vous poser à tous les deux la même question. Est-ce que il va pas falloir être trop long. Vous êtes optimiste pour la suite, Jean-Pierre Gattuso, et même question pour vous, Marie Drévillon. Rapidement, s'il vous plaît. Bon, écoutez, moi je participe au COP Climat depuis la COP 21 à Paris. On voit beaucoup de discussions. Le GIEC indique les catastrophes annoncées et malheureusement, on ne voit pas beaucoup de mise en œuvre de l'accord de Paris, et c'est absolument une frustration immense pour les scientifiques. Vous partagez cette frustration, Marie? Oui, bien sûr, c'est effectivement très frustrant de ne pas voir les choses se concrétiser en action. Et c'est vrai que sur le plan scientifique, il y a vraiment un progrès, il y a une prise de conscience dans la population et il y a beaucoup d'efforts dans la communauté scientifique pour travailler sur le sujet. Et il y a notamment la décennie des océans jusqu'en 2030. Donc c'est vraiment favorable à ce qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions, y compris grâce à l'Europe aussi. Merci à vous trois d'avoir participé à ce grand angle donc consacré aux océans.